Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre H2B, la France de 1815-1940, l'ère des expérimentations politiques, donc chapitre de CAP deuxième année. Donc c'est un chapitre qui fait partie du thème 2, le chapitre de la Révolution française jusqu'à la Ve République, jusqu'à aujourd'hui l'affirmation démocratique. C'est un chapitre qu'on a donc découpé en 3. H2A sur la Révolution française et l'Empire, H2B donc de 1815 à 1940, l'ère des expérimentations, c'est celui-ci, et puis le prochain ce sera le H2C 1940, aujourd'hui, chute et refondation de la République. Voilà, c'était un chapitre qui était très gros, avec beaucoup de choses politiquement, d'événements dans ce chapitre. Donc c'est pour ça que je l'ai volontairement coupé en 3. Mais si vous nous suivez, que vous êtes dans un autre CFA, votre professeur l'a peut-être fait en une seule partie ou en 2, ça dépend. Donc pour retrouver le cours qui va avec ce chapitre, vous allez sur le site internet roreaubourg.wixit.com/réussitebac. Je vous mettrai le lien dans la description et donc vous cliquez sur ce chapitre. Voilà, le cours ressemble à ça. Donc vous pouvez remplir au fur et à mesure du cours. Donc commençons par en guise de prélude, où nous sommes-nous arrêtés? Alors, où nous sommes-nous arrêtés? Eh bien, dans le chapitre H2A, nous nous étions arrêtés à la chute de Napoléon. Donc vous pouvez noter, Napoléon a été attrapé par les Anglais, il a été exilé, donc en 1815, après la bataille de Waterloo, il a perdu cette bataille et il est donc exclu de la scène politique et de la scène européenne au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il a été envoyé sur l'île de Sainte-Hélène sur laquelle il est décédé. Donc vous pouvez noter ça sur, en guise de prélude, où nous sommes-nous arrêtés, la chute de Napoléon après la bataille de Waterloo et son exil. Alors qu'est-ce qui se passe en 1815 du coup quand Napoléon part? Eh bien l'Europe va se retrouver, en tout cas je vais mettre là-haut. En tout cas, les chefs des différents pays européens, les rois, les empereurs, etc., vont se retrouver à Vienne, en Autriche, ici, en 1815, et vont signer ce qu'on appelle donc le traité de Vienne, c'est-à-dire qu'ils vont se séparer une partie de l'empire de Napoléon et se séparer donc l'Europe entre eux. Donc on voit par exemple la Russie qui donc a une partie de la Pologne, la Finlande était russe en 1815. On voit un Royaume-Uni ici de Norvège et de Suède. On voit que la France est redécoupée à peu près sur les frontières qu'on connaît actuellement. L'Italie va être redécoupée. L'Empire d'Autriche-Hongrie est très, très grand par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, on redécoupe comme ça les frontières de l'Europe au traité de Vienne. Donc la carte est redessinée, les frontières sont redessinées, le jeu politique est redessiné, et donc après la défaite de Waterloo, la France doit se trouver un nouveau chef politique, puisqu'il n'y a plus d'empereur à la tête de la France. Et on va voir que ce 19e siècle, pour la France, eh bien, c'est l'ère des expérimentations politiques. C'est comme ça qu'on a souhaité l'appeler avec les professeurs des CFA. De Normandie, l'ère des expérimentations politiques, parce que vraiment le 19e siècle, c'est le bazar. D'un point de vue politique, vous allez voir qu'en 100 ans, il y a à peu près 10 régimes politiques différents. On a testé plusieurs choses. Alors, il y a eu des monarchies. Vous pouvez noter dans votre introduction, monarchie, c'est-à-dire avec un roi. Vous notez avec un roi dans les pointillés. Il y a eu des régimes impériaux, c'est-à-dire avec un empereur. Et il y a eu des régimes républicains, avec des assemblées nationales et des présidents de la République. N'hésitez pas à mettre pause pour noter ce que vous avez besoin de noter. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir en quoi est-ce qu'on peut vraiment dire que cette période 1815-1940, c'est une ère d'expérimentation politique sans précédent dans l'histoire de France. La France jusque-là avait été une monarchie pendant des milliers d'années. Elle est devenue une république, puis on a vu le directoire, le consulat, l'empire. Eh bien, il va y avoir d'autres encore systèmes d'expérimentation pendant tout ce 19e siècle et début de 20e siècle. Alors, les personnalités qu'on va voir, donc, on va les répartir chronologiquement en 3 parties. D'abord, on va voir le temps des incertitudes jusqu'en 1871, puis 1871-1914, vraiment la naissance et l'enracinement de cette Troisième République. Et en troisième partie, j'ai décidé de mettre vraiment l'œuvre de la Troisième République, c'est-à-dire toutes ces réformes très connues de la Troisième République qui sont encore aujourd'hui valables.
Donc, nous allons voir différentes personnalités politiques au cours de ce 19e siècle. Donc, Charles X, pardon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est ces deux personnes, puisqu'il a été à la fois président de la République et empereur. Nous allons voir également Gambetta, Adolphe Thiers et Jean Jaurès, voilà, qui sont les grandes figures que vous devez connaître et que vous verrez donc dans l'atelier sur les personnages politiques avec les flashcards. Alors, nous allons donc commencer avec 1815-1871, le temps des incertitudes. Donc c'est la partie grand 1. Et donc, petit a, le retour des rois, la restauration, avec un R majuscule, la restauration, parce que c'est une période de l'histoire de France qu'on appelle la restauration, avec un R majuscule, c'est le retour des rois. Eh bien oui, parce qu'en fait, Louis XVI avait avait deux frères. D'accord. Et ces deux frères avaient plutôt eu le nez fin, puisque pendant la Révolution française, ils avaient fui la France, vers l'Angleterre notamment. Et ils ont attendu. Ils ont attendu la fin de la Révolution française, l'arrivée du Directoire, le Consulat, l'Empire de Napoléon. Et quand en 1814-1815, ça a commencé à être un peu complexe pour Napoléon, eh bien, ils sont revenus, ses frères. Donc le premier, Louis XVIII, que vous voyez ici, qui ressemble d'ailleurs fortement à son frère, revient sur la scène politique à partir de 1814-1815. Donc, il va mettre en place ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un régime monarchique, donc avec un roi, mais dans lequel le roi est soumis à la Constitution, c'est-à-dire le système politique avec une assemblée nationale, notamment élue par le peuple, qui va limiter son pouvoir. D'accord. Donc il met en place cette monarchie constitutionnelle. C'est assez intelligent pour l'époque puisque ça garde certains acquis de la Révolution et en même temps ça remet en place une monarchie. Donc Louis XVIII va fonctionner comme ça. Donc vous notez en 1814 après l'abdication. Alors abdication, vous notez ce que ça veut dire. Tout le monde ne le sait pas. Abdication, ça veut dire renoncer au trône. Hein, refuser le trône, renoncer au trône. L'abdication de Napoléon Ier, Louis XVIII devient donc roi de France. Donc c'est le frère de Louis XVI, vous notez dans les pointillés, le frère. C'est un membre donc de la famille des Bourbons, et donc il instaure cette monarchie constitutionnelle qui va s'appuyer sur une charte qui va limiter donc son pouvoir royal et qui instaure un suffrage censitaire. Alors, suffrage censitaire, ça veut dire quoi? On l'a déjà vu sur la Révolution française, c'est un système électoral dans lequel le droit de vote, c'est-à-dire le suffrage, le droit de vote, est réservé à ceux qui payent l'impôt qui s'appelle à l'époque le cens, cet impôt, et donc d'où le nom suffrage censitaire. Donc ce sont les personnes qui payent plus de 300 francs d'impôt, c'est beaucoup à l'époque, qui peuvent voter. Donc tous les autres ne votent pas. Donc les paysans, une grande partie de ce qu'on appelait avant le tiers-état ne votent pas. Ce sont uniquement les riches, les propriétaires qui peuvent voter à cette époque-là. Donc il y a une Assemblée nationale élue par le peuple, mais pas par tout le peuple. Voilà ce que c'est que le suffrage censitaire. Vous pouvez noter donc la définition. Je vous ai mis ensuite le schéma de cette fameuse charte de Louis XVIII. Donc vous voyez, il est roi, il continue à avoir un pouvoir législatif puisqu'il promulgue et propose des lois. Il nomme les juges, donc le pouvoir judiciaire, il nomme les ministres, donc son pouvoir exécutif, et il nomme la Chambre des pairs, hein, qui a le pouvoir législatif, et l'autre chambre, la Chambre des députés, elle est élue justement par ces hommes qui payent le cens. Donc voilà, reconnaissez bien, ici c'est le système de la restauration de la monarchie constitutionnelle de Louis XVIII. Alors ici on a une peinture qui est sur la coupole d'une église où on voit justement Louis XVIII avec sa charte mis en avant comme voilà un grand roi. Alors malheureusement, Louis XVIII, il est mort sans héritier mâle. Donc qui monte sur le trône à la mort de Louis XVIII? Eh bien, c'est son deuxième frère, donc le troisième frère de Louis XVI, euh, c'est Charles X, que je vous ai mis dans le cours en photo. Voilà Charles X.
Alors Charles X, donc, qui lui succède, c'est le frère, vous pouvez noter également dans le cours, de Louis XVI. Il veut rétablir, lui, la monarchie absolue. Lui, ça lui plaît pas trop, la monarchie constitutionnelle. Il voudrait la monarchie absolue telle que l'avait avant Louis XVI, ou encore avant lui, Louis XV ou Louis XIV. Donc il va limiter les libertés, il va pas tellement se servir de cette fameuse charte, et on voit ici une caricature où on voit le roi frapper fortement sur ici la femme qui symbolise la charte de son frère, et lui, il ne va pas du tout gouverner comme ça. Et du coup, le peuple français, ça va pas tellement lui plaire, puisque vous vous doutez bien que les Français, ils ont fait la Révolution française, ils vont pas se dire, bah oui, allez, revenons comme avant. Non. Donc il va y avoir à ce moment-là une deuxième révolution, celle de 1830. Deuxième révolution, qu'on appelle les Trois Glorieuses, parce que ça a duré 3 jours. 27, 28, 29 juillet 1830, ça a duré 3 jours. Les Trois Glorieuses. Le peuple parisien s'est opposé donc à Charles X et le roi a dû donc s'enfuir. Il est parti en exil et c'est à ce moment-là la fin de la Restauration. Alors, voilà ici, vous voyez un exemple de cette révolution de 1830, hein, du peuple qui se révolte dans Paris et qui va aboutir à l'exil du roi. Alors il y a un tableau très célèbre de cette époque. Souvent, les gens pensent que ce tableau représente la Révolution française de 1789, mais pas du tout. C'est celle de 1830, les Trois Glorieuses, la liberté guidant le peuple. C'est un tableau que vous pouvez voir au Louvre, qui est un très très grand tableau. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que vous l'avez dans l'atelier. Hein, vous avez un atelier totalement sur ce tableau dans lequel je vous demande de replacer les personnages importants de ce tableau. Donc ici, ce sont des personnes voilà, qui se révoltent. Donc vous pouvez noter le titre du tableau de Delacroix au Louvre, La liberté guidant le peuple. La liberté avec un L majuscule. Alors juste un mot sur ce tableau quand même. Souvent, on utilise ce tableau pour symboliser la République, la liberté française, etc. Sauf que ce tableau, c'est un tableau qui est plutôt en faveur de celui qui va arriver au pouvoir et qui n'est pas du tout un républicain. C'est Louis-Philippe d'Orléans. Donc petit b, la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet, c'est donc l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. C'est-à-dire que quand le peuple se révolte en 1830 contre Charles X, l'idée, c'est pas de mettre en place une république, mais d'aller chercher un autre roi, un roi qui serait plus conciliant et qui serait d'accord pour garder les acquis de la Révolution et faire une monarchie constitutionnelle. Et ce roi, eh bien, c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe devient donc roi des Français. Donc c'est la monarchie de Juillet, on appelle ça. Et c'est un cousin de la famille de Louis XVI. C'est la famille d'Orléans. Donc vous doutez, c'est un cousin de la famille de Louis XVI, la famille d'Orléans, comme la ville d'Orléans. Donc c'est lui qui va adopter par exemple le drapeau tricolore pour la France. Hein, les couleurs tricolores, on le voit ici sur le tableau. Il comprend vraiment le mécontentement du peuple et il va rester au pouvoir 18 ans en tant que roi. Sauf que, eh bien, il va y avoir des problèmes économiques, il va y avoir des problèmes aussi du fait que le peuple a l'impression que Louis-Philippe fait trop la fête, dépense trop l'argent des Français. Et du coup, il va y avoir une troisième révolution en 1848. Bien sûr, je simplifie. Hein, on ne vous demande pas de connaître en détail les révoltes et les problèmes politiques du 19e siècle. Je simplifie vraiment. Hein. Donc en 1848, il y a donc une troisième révolution. Et Louis-Philippe est mis à la porte. Donc ici, on est à Paris, on est devant l'hôtel de ville de Paris. On voit en 1848 ici le poète et écrivain Lamartine lors d'un discours devant les insurgés de l'hôtel de ville. Donc on le voit rejeter le drapeau rouge et prendre le drapeau tricolore pour proclamer la Seconde République française. Louis-Philippe est donc le dernier roi qui ait régné sur la France. Voilà, la première partie du cours s'arrête ici. Ensuite, on passe aux ateliers. Donc, vous pouvez retrouver tous les ateliers sur le site internet. Vous cliquez, ça vous envoie directement vers le Padlet et vous pouvez essayer de faire les ateliers à la maison. Sinon, bien sûr, le mieux, c'est de les faire en classe. Mais pour les gens qui nous suivent et qui sont en candidat libre, par exemple, ou qui sont dans d'autres CFA, si vous voulez voir un petit peu ce que sont les ateliers, vous pouvez les retrouver sur le site internet et sur le Padlet. Le Padlet, c'est juste une page internet. Hein, voilà, écoutez, je vous souhaite donc de bonnes révisions, de bonnes préparations de votre examen. Ciao.